Alors bonjour mesdames, messieurs, vous êtes sur Média Espérance et aujourd'hui on a le bonheur de se retrouver dans la maison de Richard Grenier, quelqu'un que j'ai connu il y a fort longtemps, et il va nous parler de son cheminement et surtout de son engagement et comment il a été touché par les événements de la vie qui à un moment donné produit un tournant. Alors salut Richard, ça va bien? Ça va bien, oui. Merci de nous recevoir, comme je disais, ça fait plaisir. Alors Richard, moi je ne fais pas comme si je te connais pas, là. Je te connais depuis fort longtemps. Ouais. Tu es né d'une famille, d'un enfant, des bons parents, tout ça, et tu as fait tes études, tu étais un homme qui était sportif. Oui. Tu as fait du basketball, si je me trompe pas. Du hockey, du basketball, du tennis, du ping-pong, du badminton. Donc, beaucoup de sport. Oui. Ouais, c'est ça. Puis, tu as fait tes études à la polyvalente Jean-Nicolette? Oui, l'école secondaire Jean-Nicolette de 1988 à 93. Tu as fait tout ton secondaire là, au même endroit? Oui. Et si mes recherchistes ont fait bien leur travail, tu te dirigeais en comptabilité. Oui, à la fin de mon secondaire, j'ai fait le choix, je ne sais pas si c'était conscient ou inconscient, là, mais je suis allé en technique administrative au Cégep de Trois-Rivières dans l'option comptabilité. Ce qui voulait dire que tu voulais te diriger... À ce moment-là, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Mon père travaillait en administration scolaire. J'avais le sentiment que j'étais bon en gestion, que je pouvais peut-être, oui, travailler. À ce moment-là, mes valeurs étaient plus de dire, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Puis je me dis, je vais m'essayer là-dedans. Puis mes valeurs étaient un peu différentes d'aujourd'hui, dans le sens que c'était de réussir dans la vie. Mais pour moi, réussir, ça n'avait pas le même sens qu'aujourd'hui. Ouais. Tu voulais avoir une carrière. Ouais. Puis je dirais pas faire de l'argent, mais bien vivre. Exactement. Et tout ça, fonder une famille. Bon, exactement. Comme un peu tout le monde. Puis à un moment donné, il se produit quelque chose dans ta vie qui vire ça tout à l'envers, ou fait qu'il fait un 360 et qui change toute ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé pour que d'un coup sec, tu passes de l'administration à un travail communautaire, à un engagement en face, comme tu fais aujourd'hui, on va élaborer un petit peu plus loin, mais qu'est-ce qui s'est passé pour faire un changement qui fait que tu abandonnes cette carrière-là de t'en aller en finance ou en business ou en management, peu importe? À la fin de ma technique en administration, je me rendais compte vraiment que c'était pas pour me rendre heureux, que je n'aimais pas assez ça pour en faire un métier. Et là, j'étais en grosse réflexion, un peu en petite crise existentielle, en disant qu'est-ce que je vais faire. Et puis un ami m'a suggéré de prendre un arrêt, puis d'aller en voyage, d'aller à la découverte du monde. Et puis là, j'avais déjà beaucoup voyagé grâce à mes parents, grâce à des amis, tout ça, des projets à l'école. Et puis, j'avais le goût de faire une expérience de voyage différente et on m'a proposé, avec la communauté du désert à Victoriaville, de partir comme aide missionnaire au Pérou. Avec les franciscains, un projet qui était à l'époque aussi accompagné par le CECI. Et puis du jour au lendemain, je suis choisi et je me prépare et je quitte pour une expérience de 6 mois au Pérou, en Amazonie péruvienne. Oh là, on s'en va. Et là, on n'est plus dans la comptabilité, on est dans la jungle, à la campagne, avec les poules, les moustiques, l'espagnol et tout un dépaysement culturel. Et là, ce qui va me frapper, c'est la pauvreté, c'est la nécessaire solidarité qu'on doit avoir avec les gens, la beauté de la nature, mais également sa fragilité. Les enfants, la façon des gens de célébrer également la vie et des rencontres avec, par exemple, des gens qui vivent la lèpre, des gens qui n'ont rien mais sont capables de tout. Alors ça m'a renversé, je dirais comme une crêpe, là, quand tu fais des crêpes, là, puis là, pouf, tu la tournes, là, mais je vais complètement renverser. Il y a un changement. Puis ce qui t'a touché, est-ce que c'est d'abord la précarité de ces gens-là, ou la pauvreté, ou leur dynamisme de vie malgré je dirais que c'est une combinaison. Là. Je me souviens très bien, là, je lisais récemment des lettres, là, on parle de 1996, là, c'est loin. Là. Il y a eu plein de choses qui sont enchaînées par la suite, mais les écrits que j'avais à cette époque-là, c'était toute la dynamique de la lutte pour la survie d'un repas à l'autre.
la capacité, la résilience des gens malgré la difficulté de la situation. L'espérance, la foi que les gens avaient par rapport à la vie. Évidemment, comme je disais tantôt, la beauté de la nature, mais également de voir toute l'exploitation, les monocultures, l'exploitation minière, la déforestation. S'attaquer à la forêt amazonienne, ouais, c'est ça. Donc, et puis, justement, l'esprit de service des missionnaires, l'esprit d'être avec les gens, de faire avec les gens. Et ça, alors, tu vas faire 6 mois là-bas. 6 mois là-bas, apprendre l'espagnol, découvrir une certaine spiritualité de l'engagement également. Les gens, quand tu es revenu, là, étaient transformés, j'imagine, en tout cas, un extraterrestre. Mais les gens de ta famille, ton environnement, comment les gens ont réagi à cette expérience-là quand ils ont vu un changement flagrant, pour l'avoir vu, un changement important? J'ai été bien entouré, malgré qu'au tout début, à mon retour, je me suis senti très seul parce que, bon, les parents travaillaient, la maison était archi grande, le frigo était plein, la technologie, le système de son, tout ça, mais entouré de personnes qui m'ont accompagné, qui m'ont écouté. Évidemment, chez les amis, il y avait de la curiosité, de l'intérêt, de l'écoute, mais assez rapidement, on passe à autre chose, non? La vie continue, il faut rentrer dans le moule. Ensuite de ça, est-ce que tu vas reprendre des études? Oui, je reprends les études. Je ne sais toujours pas exactement qu'est-ce que je veux faire. Je suis encore en recherche. Et donc, je vais explorer à l'université comme étudiant libre pendant une session des cours en psycho, des cours en éducation, des cours en économie, des cours en philosophie, je crois. Et puis, mais ça se précise quand même peu à peu. La question sociale est devenue plus importante. Comme je disais, l'accompagnement pour intégrer l'expérience auprès de mentors, de gens qui avaient déjà vécu une expérience similaire. Et tout de suite aussi des propositions de m'engager pour donner des mains à cette expérience-là. Okay. Donc, je dirais que pour être capable d'intégrer puis que des expériences comme ça portent fruit sur du long terme, il faut rapidement s'impliquer au retour. Okay. Et ça, j'ai pu le faire avec, par exemple, les gens de l'Arche, des gens avec des handicaps intellectuels, au comité de solidarité déjà Trois-Rivières, un organisme de coopération internationale d'éducation citoyenne, auprès de la pastorale missionnaire du diocèse de Nicolette, un offre d'emploi au terrain de jeu à Nicolette avec les enfants. Après ça, une offre d'emploi à l'école Curie-Brassard comme animateur de pastoral, engagé par à la fois la commission scolaire et la paroisse. Et donc là, je rentre dans des études finalement en éducation. Okay. J'avais compris que l'éducation, pour moi, mes deux parents étaient éducateurs, mon administration scolaire, ma mère était prof, que l'éducation était vraiment une façon de transformer les consciences, accompagner les gens, susciter un changement de comportement, un changement social. C'est Mandela qui dit que l'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour changer les choses. Donc tout ça, ça m'a beaucoup parlé. Et puis, j'avais vu aussi la force de l'éducation populaire, Paulo Freire, tout ça, l'approche de l'éducation populaire en Amérique du Sud. Donc ça m'avait beaucoup intéressé. Donc je suis à la fois au terrain de jeu, après ça je commence mes études en éducation et je fais de la pastorale en même temps. 26 groupes dans une école de 600 élèves, donc j'étais pas mal occupé. Je travaillais aussi dans une maison des jeunes auprès des ados les fins de semaine, tout en commençant à siéger sur différents comités. Et puis là, je me souviens, sœur Mariette Milo, qui était à la pastorale missionnaire au diocèse de Nicolette à l'époque, qui m'interpelle, qui m'entend dans une conférence à un moment donné, puis après que je donnais à des jeunes, et puis qui m'interpelle en disant « J'aimerais ça, te proposer un projet », puis je lui ai dit « J'ai pas le temps. Vous imaginez, là, je suis à temps plein à l'université, j'anime... et puis, elle continue à m'interpeller pour finalement dire « Viens, on est en train de monter une formation pour les jeunes qui vont partir à l'étranger comme tu as fait, une formation missionnaire pour les jeunes, et puis j'aimerais ça que tu fasses partie du comité de réflexion, de lancement, tout ça. » Puis j'ai dit oui, puis ça a été une expérience qui a duré pendant plus de 15 ans d'animation de la pastorale. J'ai connu des gens qui ont fait la même expérience que toi, puis ils ont été bouleversés, ils ont été un peu changés pendant un temps, mais ça n'a pas changé nécessairement toute leur vie. Toi, qu'est-ce qui fait
je sais pas si c'est quelque chose d'intérieur. Qu'est-ce qui fait que tu as dit, moi, je continue là-dedans? Tu aurais pu dire, bon, j'ai aimé ça, c'était un beau trip, les gens étaient gentils, j'ai un bain de culture, j'ai vu tout. Mais je reprends ma route, puis je continue en ce que je devais faire. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur pour que... Il y a une multiplicité de réponses. Je vais en combiner quelques-unes, mais clairement, là-bas, j'ai comme vécu une conversion, une conversion de cœur, une conversion au niveau de ma croyance, et puis une conversion qui disait le chemin, c'est dans l'engagement auprès des autres. Un chemin de bonheur, c'est ça. Réussir ma vie, qu'on disait tantôt, maintenant, ça doit passer par l'engagement. Il y avait aussi une dette morale à l'intérieur de moi-même envers les gens qui m'avaient accueilli, envers les gens qui m'avaient tant appris. Parce que bon, oui, je suis allé donner un coup de main là-bas, mais c'est plutôt les gens de là-bas qui m'ont appris, qui m'ont évangélisé, qui m'ont conscientisé. Et je me souviens très bien, j'ai encore ça sur une cassette, une vieille cassette. On m'avait enregistré le dernier soir avec les amis, ils me disaient des bons mots, tout ça, puis on me passe le magnétoscope, puis on me dit, toi, qu'est-ce que tu vas faire pour nous une fois que tu vas être revenu? Puis je m'étais engagé face à eux, je vous oublierai pas, puis je vais parler de vous, puis je vais essayer de faire comprendre aux gens votre réalité, puis la nécessité d'être solidaire avec cette situation-là. Et puis donc, ça, c'est comme une promesse extérieure que j'avais faite aux gens, mais intérieure que je m'étais faite. Et une autre facette de ça, c'est au retour, j'ai été bien accompagné. L'accompagnement, tu m'as accompagné, Gilles, d'autres personnes dans mon entourage, Claude, Marc, Daniel, Mariette, plein de gens, mes parents, certains amis aussi de mon âge. Et je me suis proposer des engagements, et donc j'ai plus rapidement donné des suites. Puis quand tu t'engages, c'est comme un muscle, tu te formes, puis à un moment donné, ça devient de plus en plus facile, de plus en plus nécessaire, entre guillemets, intérieurement. C'est pas quelque chose, il faut faire un certain effort pour que ça arrive. C'est pas confortable tout le temps, effectivement. C'est pas confortable tout le temps. Et puis la société de consommation, de surconsommation, dans laquelle on vit, puis tu devais avoir là de temps en temps presque d'un extraterrestre. Ben oui, c'est ça. Tu sais, la première bière le vendredi soir était le fun, mais après ça, j'avais le goût de discussion plus. Il n'y avait pas juste ça, non. Bon, les Canadiens de Montréal gagnaient ou perdaient, là, mais bon, j'avais besoin d'un peu plus que ça, là. Donc, beaucoup aussi le fait d'être informé. De savoir un peu ce qui se passe sur la planète, de creuser, de varier son information, d'avoir gardé l'esprit critique, tout ça. À l'époque, il n'y avait pas tant de fake news qu'aujourd'hui, mais quand même, le défi de s'informer était là aussi. Là, tu vas écouter régulièrement les informations internationales et le téléjournal. Oui, la lecture, des trucs plus alternatifs aussi. Oui. Est-ce que tu, par la suite, après ce stage-là de 6 mois, est-ce que tu vas retourner au Pérou? Oui, au Pérou, non, pas encore. J'ai retourné en escale il y a une fois, là, mais je rencontre ce qui a été important aussi dans mon intégration, c'est les visites au monastère, particulièrement au monastère de Rougemont, où je vais faire la rencontre de Père Raphaël, qui est maintenant Don Raphaël, le Père Abbé, et qui lui-même revenait d'un stage avec les enfants de la rue au Honduras. Et il me propose de poursuivre mon engagement auprès des jeunes que j'avais eu au Pérou en allant voir la réalité au Honduras, travailler bénévolement évidemment pour un centre pour les enfants de la rue, tout près de la capitale, à Tegucigalpa. Là, on est rendu en 98. Et donc, je me lance dans cette aventure-là de presque 2 mois au Honduras. Pendant tes études encore? Oui, entre 2 sessions là, durant l'été. Et puis, ça m'a complètement déculotté aussi, cette expérience-là, que j'ai trouvé beaucoup plus difficile que la première. Bien que la première avait duré 6 mois, celle-là, c'était juste 1 mois et demi, 2 mois. Juste quand même. Mais l'intensité. L'intensité, les enfants de la rue, la violence auquel ils sont confrontés. Aussi, une meilleure compréhension de l'espagnol, bien sûr, mais également une meilleure analyse de la réalité. Et donc là, tu la comprends davantage et tu la trouves plus difficile encore, plus injuste encore, les systèmes d'oppression en place qui brisent des vies, qui créent des inégalités, et donc là,
confronter les enfants avec dans la rue, les gangs de rue, la drogue, la prostitution, la violence qu'ils subissent ou qu'ils font subir à d'autres également. Donc, la difficulté de les réintégrer dans une société dysfonctionnelle, pas de moyens, les parents n'ont pas d'emploi, vivent des problématiques. Quand tu vois ça, tout ça, là, c'est pas un peu je ne sais pas comment te l'exprimer, mais c'est pas un peu décourageant ou est-ce qu'on a une tendance à dire tabarouette, on s'en sortira jamais ou on garde Haïti aujourd'hui ou c'était quoi le truc qui t'a permis de continuer aussi? Mais, parce que tu devais être, quand tu regardes ça, tu te dis hey, comment je vais faire pour transformer? On se sent petit face à des... oui, c'est sûr. Ce sentiment-là est inévitable. Il faut le surpasser. Je dirais qu'il y a le sentiment de culpabilisation qu'il faut surpasser en se responsabilisant. Puis le sentiment, justement, de fatalisme, que rien qui va changer, qu'il faut surpasser en... c'est en donnant des mains. C'est aussi en s'appuyant. Moi, ça a été la foi, ça a été des personnes autour de moi qui continuent, qui s'engagent. Oui, parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai fait partie d'une communauté de base également. Donc, la fin des années 90, même plus tard, j'ai mis en place une petite communauté de base pour des jeunes, des séjours, de l'accompagnement spirituel aussi, psychologique. Ressourcement, comme tu disais, exactement, monastère. Exactement. La lecture, le sport, je dirais la nature. Et à un moment donné, il arrive l'amour dans ça, j'imagine? Ben oui, c'est ça, l'amour arrive. Ça aide aussi à croire qu'autre chose est possible, hein, que l'amour peut être plus fort que la mort, entre guillemets. Et donc, tu as aussi vécu une expérience? Même chose, 2 ans plus tard, après moi, elle également est allée au Pérou, elle a vécu ma jambe d'expérience que moi, donc c'est un peu ce réseau-là qui nous a fait connaître. Et puis, le coup de foudre, une grande aventure qui est là depuis 23 ans, mais on est mariés depuis 18 ans. 3 enfants, et puis, je dirais une complicité au niveau des valeurs, au niveau de l'intériorité, c'est ça. On se complète beaucoup, malgré des différences qu'on a, et puis, des hauts, des bas aussi, là, de la vie de couple qu'il faut surmonter, tout ça. Ça aussi, c'est quand même une chance de rencontrer quelqu'un qui a des valeurs presque semblables ou pareilles, hein, j'imagine que ça doit être une étape importante qui, par la suite, va t'amener, si tu veux, on va se diriger vers là parce que j'aimerais qu'on jase de ton travail, puis à un moment donné, tu as donné vraiment des mains professionnelles, si on peut dire comme ça, tu as engagé toute ta vie, entre autres, ça fait longtemps, tu as joint le comité de solidarité de Trois-Rivières. Ça veux-tu nous dire en 2-3 mois avant de parler de ton... Qu'est-ce que c'est? Puis après ça, on reviendra à toi là-dedans. Le Comité de solidarité de Trois-Rivières, c'est une organisation sans but lucratif qui existe depuis 50 ans cette année, qui vise l'éducation citoyenne, la mobilisation citoyenne et également la solidarité internationale. Donc, comment, par exemple, on peut s'informer, on peut se mobiliser, poser des actions pour être solidaire de ce qui se passe ailleurs. Et concrètement, le comité également par des projets de solidarité, on appuie des partenaires déjà des organismes qui travaillent sur place. Sur place, oui. Est-ce que vous visitez ces gens-là? Comment vous établissez des contacts avec les différents projets? Donc, moi, ça fait 20 ans que je suis au comité de solidarité. J'ai coordonné, dès ma 2e année, tout le secteur jeunesse de l'organisation, donc tout ce qu'on appelle d'aller dans les milieux scolaires ou dans l'éducation non formelle également pour sensibiliser, réseauter, former, accompagner via des concours, des activités, des rassemblements, de la conception de matériel pédagogique, des visites à l'ONU, des visites en milieu autochtone, des visites des milieux communautaires, des concours, tout l'aspect du projet Change le monde à la fois qui existe depuis une 12aine d'années sur l'art engagé, donc donner une parole aux jeunes pour qu'ils s'expriment sur un enjeu qui les questionne, qui les indigne, sur des solutions qu'ils ont pour changer les choses. Donc, j'ai été pendant, je dirais, une 15aine d'années là, à la coordination du secteur jeunesse et également, un peu plus tard, à la coordination de l'ensemble des activités d'éducation puis de mobilisation du public. Donc, des conférences, les rassemblements pour les adultes également. Et puis, depuis, je dirais, 2 ans, là, je suis davantage au niveau de la coordination de projets
projets de coopération internationale. Okay. Donc, durant mon 20 ans au comité, j'ai accompagné des groupes à l'étranger, j'ai aussi évalué, accompagné, visité des partenaires en Haïti, au Nicaragua, en Bolivie. Les principaux pays que vous avez intervenu? Bon, ça a varié durant les dernières années, là, mais je dirais qu'actuellement, on est très présent en Haïti, on est présent à Cuba et également au Burkina Faso. Mais par le passé, on a été très présent au Mali, à Cuba, au Nicaragua, au Costa Rica, en Bolivie. Beaucoup d'endroits dans le monde. Oui, oui. Donc, j'ai eu la chance de quand même partir à plusieurs reprises et également, en parallèle du comité de solidarité, de mon emploi professionnel, de façon bénévole, j'accompagnais annuellement un groupe de jeunes secondaires dans une expérience de sensibilisation, d'initiation à la solidarité internationale. Okay. En plus. Et tout en gardant mon engagement pastoral missionnaire également, avec la formation missionnaire là, entre 98 et 2015, là, je dirais. Donc, oui, j'ai eu la chance. Et récemment encore, j'étais là-bas en Amérique centrale, donc de baigner, de replonger dans la réalité des pays du sud global, je dirais, où à chaque fois, ce qui me frappe, évidemment, c'est les difficultés que les gens font face, mais également la résilience, la débrouillardise, spécialement en Haïti actuellement, c'est assez... La résilience des femmes à Port-au-Prince actuellement, des paysans, des éducateurs, c'est fascinant, hein, je veux dire, avec la violence, la sous-alimentation, l'incapacité de se déplacer, le coût des denrées alimentaires, le coût du pétrole, de continuer à se battre. À se battre, on a beaucoup à apprendre. On a beaucoup à apprendre. Et moi, j'ai beaucoup appris. Et c'est ça aussi qui me tient debout. C'est que si eux autres sont capables de se tenir debout à travers tout ça, moi, je peux continuer. On peut continuer ici. Fait que vous influencez aussi les décisions politiques, j'imagine. On a des accès de plaidoyer, bien sûr. Bon, la question palestinienne actuellement, toute la question des interventions militaires canadiennes à l'étranger, par exemple, du plaidoyer sur une consommation qui est plus responsable, qui est plus juste. Bon, différentes activités de plaidoyer qui sont menées auprès de... J'ai le goût de te poser une question, comme disait Guillaume Lepage, une question un peu qui tue. Oui, oui. Moi, je suis allé dans le tiers-monde, je suis allé à Cuba, je n'ai pas fait l'expérience. J'ai formé des jeunes qui sont allés pendant 6 mois, dont mon ami, ton épouse, tout ça. Qu'est-ce que je peux faire, moi, concrètement, ici, dans Mauricie, centre du Québec, dans mon quotidien, pour que les choses changent? Parce que tout le monde n'a pas la possibilité ou peut-être la santé ou quand même on peut pas tout partir pour l'étranger, tout ça, mais concrètement, moi qui est ici au Québec, on vit dans l'abondance, on ne se le cachera pas, même s'il y a des gens il y a des injustices, parce qu'on ne devrait pas crever de faim même au Québec, là, il y a des gens qui n'ont pas de loyer actuellement, pas de nourriture, mais qu'est-ce que je peux faire moi pour aider, pour participer, pour changer, tu sais, là, dans mon petit quotidien ou dans... Qu'est-ce que je peux faire pour aider ces gens-là? C'est-tu en envoyant de l'argent? Tu sais, là, j'ai des gens qui nous écoutent et qui vont dire « Ouais, ben je voudrais bien, moi, se faire ma part avec ce que je... » Comment c'est une question un peu spéciale, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Là, moi, je te dis, Richard, là, moi, je veux aider. Bon, je l'aide déjà, là, mais mettons que je connais pas ça, j'entends ton témoignage, je suis touché, je dis, ben, je suis privilégié, on va le dire, on est privilégié. Ah oui, c'est clair. Alors, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour aider à une plus grande justice sociale au tiers-monde, entre autres, dans les pays du tiers-monde, puis les injustices qu'on voit autour de nous? Où est la poignée pour faire quelque chose? Il y en a tellement. Je dirais, principalement, c'est d'abord dans nos têtes puis dans notre cœur que ça se passe. Des fois, comment je vous dirais ça? Il y a un changement de mentalité qu'il faut avoir. Il y a une nécessaire compassion qu'il faut redévelopper. Moi, j'aime beaucoup la comparatif avec les 3 saints. Donc, continuer à développer ou renforcer ou
exagérée même certaines fois, notre capacité à nous indigner face aux injustices. On prend les nouvelles passes, il y a la guerre à telle place, il y a tel disque à telle place. On est inondé là, on est inondé de ça, mais il faut être capable de s'indigner. Il ne faut pas rester simplement l'indignation. J'ai beau taper sur la table, sur le coussin, il n'y a rien qui va changer. Mais les saints de colère sont nécessaires. Pour reprendre une expression de la Bible. Maintenant, il y a un travail de s'informer. J'ai pas dit être informé, j'ai dit s'informer. Donc, il y a comme... Prendre une initiative nous-mêmes. Oui, c'est ça, être actif. Actif, ça veut dire ce que je suis en train d'entendre, ce que je vois à la télé, ce que j'écoute à la radio, ce que je lis, sur mon fil réseau social, tout ça. Est-ce que je peux être critique? Est-ce que je peux valider cette information-là? Est-ce que je peux voir les travers ou non de cette information-là? Est-ce qu'on me propose les deux? Qu'est-ce qu'on veut me vendre à travers ça? Là? Est-ce que, bon, s'informer, bon, mais je peux avoir une thèse de doctorat sur la question de la pauvreté ou sur la question de l'engagement social. Si s'impliquer vient pas dans ma vie, ben là, ça va rester dans ma tête, tout ça. Donc, mettre des mains, mettre du cœur. Puis là, s'impliquer, ben il n'y a pas de petites actions. Toutes les actions sont nécessaires. Et donc, c'est pour ça que je dis, c'est tellement vaste. Okay. C'est que si pour toi, tu peux y aller avec tes intérêts, avec tes passions, avec tes talents, avec des amis, avec d'autres. Tu peux écrire, tu peux parler, tu peux écouter, tu peux mettre des mains, tu peux envoyer des sous. Est-ce que quelqu'un débarque chez vous, comité? Là? Ben, vous allez faire quoi? Qui veut s'engager avec quelque chose pour lui? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui t'intéresse? Okay. Est-ce que tu aimes écrire? Est-ce que tu aimes être sur un comité? Est-ce que tu aimes participer à une marche? Est-ce que tu es bon pour nous donner un coup de main dans un événement? Ben oui, on a des gens. Tu les invites encore? Ben, les gens peuvent venir au comité de solidarité Trois-Rivières ou s'ils sont à Victoriaville ou dans d'autres milieux, il y a des organisations. Puis pas juste en lien avec l'international. Il y a des possibilités avec la question des femmes, la question climatique. Qu'est-ce que les gens peuvent faire? Il y a plein d'actions au niveau climatique. Recycler ne suffit plus. Non. On ne peut pas juste dire, je fais ma part, je recycle, ou je fais ma part, je composte. Il faut vraiment changer nos mentalités, aller plus loin de ce côté-là. Les partenaires du Sud, que ce soit en Haïti, en Afrique, partout, ce qu'ils me disent, c'est que c'est la question prioritaire actuellement. On pollue beaucoup au nord, mais les conséquences sont d'abord vécues au sud. Il y a une injustice au niveau climatique. Donc là, il y a vraiment beaucoup de chemin à faire, à parcourir. Encore une fois, dans une optique de ne pas se culpabiliser, de se responsabiliser. Donc oui, la question environnementale, il y a des questions on peut acheter des produits, et on parle beaucoup de commerce équitable. Oui, une consommation plus responsable, l'achat local, moins emballé, manger moins de viande. Bon, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire de ce côté-là. Il faut se mettre en marche, et une fois qu'on est en marche, il ne faut pas s'arrêter. S'arrêter dans le sens où on va dire, ben là, j'inculque un nouveau comportement, c'est bien, je fais ma part, yes. Non, il faut continuer. À notre rythme, bien sûr, à notre manière, bien sûr, selon nos capacités, bien sûr, capacités physiques, économiques, psychologiques, tout ça. Mais il faut être en marche. Puis avec d'autres, j'imagine que c'est plus facile. C'est vraiment facile. Avec d'autres, c'est stimulant. Avec d'autres, c'est également... quand moi je file moins, l'autre va m'aider. Quand moi je suis un peu dans la désespérance, l'autre va me donner un coup de main. Et ensemble, je dis c'est plus facile parce que, évidemment, le courant est tellement fort pour nous ramener dans une logique de paraître, de consommation, d'obéir tout le temps au dictat, tout ça, alors que les autres vont nous pousser des fois dans des chemins peut-être un peu moins confortables. Il faut, je pense, apprendre à vivre un petit peu moins confortablement et, évidemment, en marche. En marche, moi, c'est une parole de l'Évangile. Heureux les pauvres, là, si on la traduit dans une en traduction de Chouraki, je pense, une des traductions de la Bible, qui, c'est ça, c'est en marche. Donc, mettez-vous en marche vers un monde plus juste, un monde plus beau. Hein? L'art, vous êtes bon dans les arts, mais l'art est une belle façon d'exprimer. Oui, on dit qu'on devient ce qu'on contemple. Donc, si on contemple du beau, si on crée du beau, ça va nous donner le goût d'être beau, puis de rendre les autres beaux, puis le monde beau. Tu sais. Donc, vraiment, ça, les gens, il y a une panoplie de façons de changer les choses. Ça veut dire là, que tu m'assures que demain matin, quelqu'un se présente au comité. Pas tout le monde en même temps. On est une petite organisation. On va vous refiler à d'autres peut-être aussi. C'est ça. Mais on peut faire notre part. C'est ça que j'entends aussi. On peut faire notre part et je dirais on doit faire notre part.
Charles Grenier, Merci. c'était un plaisir. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Puis encore À bientôt. là, l'invitation est lancée. Vous pouvez vous présenter. Ils vont vous accueillir. Merci beaucoup. À une prochaine fois. Vous étiez à l'antenne de Média Espérance.